Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la santé, c'est la peau et ces maladies qui nous intéressent aujourd'hui. On va parler surtout des nouveaux traitements, des molécules de plus en plus performantes voient le jour et permettent de mieux soigner. À l'hôpital de la Timone à Marseille, centre d'essais thérapeutiques en dermatologie, certaines d'entre elles sont testées avant leur mise en vente sur le marché. Alors qui sont les malades testeurs, si on peut dire? Qu'est-ce qu'un protocole de recherche? On va voir l'utilisation de ces nouveaux traitements dans le cas du mélanome, notamment un cancer de la peau de plus en plus fréquent. On parlera aussi du psoriasis, une inflammation chronique de la peau. Professeur Jean-Jacques Grob, bonjour. Vous êtes responsable du service de dermatologie et cancérologie cutanée de l'hôpital de la Timone à Marseille. Docteur Sandrine Monestier, vous êtes dermatologue dans ce même hôpital. Bienvenue à tous les deux. Alors quand on parle de nouvelles molécules, de quoi il s'agit? Est-ce qu'on peut par exemple traiter des maladies aujourd'hui qui étaient incurables il y a quelques années ou pas? Bien entendu, c'est d'ailleurs le but de l'innovation, c'est effectivement, en tout cas l'innovation thérapeutique, c'est d'amener des maladies qui étaient soit incurables, soit difficilement curables, à un traitement simple, accessible à tous et le plus compatible possible avec la vie normale. Ça veut dire que la recherche progresse vite, dans certains cas uniquement, Sandrine Monestier? Alors oui, effectivement, en dermatologie, depuis, on va dire, ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup de progrès. Et les deux domaines au sein de la dermatologie où il y a eu vraiment du progrès, on peut dire que c'est dans les cancers cutanés, en particulier dans le mélanome, et puis dans le psoriasis. Alors on l'a dit, l'hôpital de la Timone, c'est un lieu dans lequel on fait des essais thérapeutiques en dermatologie. Ça veut dire que vous avez l'autorisation en fait de tester des médicaments qui ne sont pas encore commercialisés, c'est ça? Exactement, on a l'autorisation, je dirais même le devoir en tant que CHU, puisque centre hospitalier universitaire, ça veut dire que notre mission est de soigner les gens et d'apporter l'innovation dans la thérapeutique et de l'enseigner aux étudiants. Donc l'innovation thérapeutique, les essais thérapeutiques sont une de nos principales missions. Alors du coup, comment ça fonctionne? Est-ce que certains patients peuvent participer donc à des protocoles de recherche? Ils sont un petit peu des cobayes, c'est ça si on peut dire? Alors, cobaye, oui et non. Alors, avant de tester des nouveaux traitements sur des patients, bien sûr, il y a beaucoup d'étapes et beaucoup d'années de recherche au niveau cellulaire, au niveau de modèles animaux. Et quand une molécule est intéressante et qu'elle a montré qu'elle n'était ni toxique ni néfaste, à ce moment-là, effectivement, on passe au test sur les patients. Et les patients sont peut-être des cobayes, mais ils ont surtout théoriquement, ils peuvent avoir un bénéfice à participer à ces études parce que ça leur permet d'accéder à des nouveaux traitements potentiellement innovants plutôt que d'attendre qu'ils soient commercialisés. Alors justement, j'imagine qu'on ne propose pas ces traitements à tout le monde. Qui est visé plus particulièrement? Alors, en général, on peut faire des essais thérapeutiques dans tous les domaines, mais on peut, disons, schématiser en plusieurs cas les maladies dans lesquelles il n'y a pas de traitement satisfaisant à un moment donné. Donc, à l'évidence, les essais thérapeutiques sont une opportunité pour les patients qui peuvent effectivement accéder à des traitements nouveaux, quelquefois 2, 3, 4 ans avant que ceux-ci n'arrivent sur le marché. Donc, ce sont des cobayes si on veut, mais des cobayes qui en bénéficient un peu comme le premier qui a été vacciné par la rage par Pasteur était un cobaye, mais c'est aussi le premier qui n'en est pas mort. Ensuite, il y a des maladies dans lesquelles il y a des traitements satisfaisants, mais on peut toujours faire mieux. Et donc, là, on va comparer aux meilleurs traitements précédents pour savoir si le nouveau mérite justement d'être mis sur le marché pour les bénéfices qu'il apporte et pour le rapport entre le coût et le bénéfice pour la société. Alors justement, comment faire si on veut être un malade testeur? Est-ce qu'il y a des critères particuliers? Je crois que de toute façon, le malade a vraiment son mot à dire. Ah oui, non seulement il a son mot à dire, mais en plus, notre devoir, c'est de l'informer au maximum du protocole dans lequel il va rentrer. On doit lui remettre une notice d'information qui fait souvent 14 pages, qu'il doit avoir lu, daté, signé. On doit lui avoir laissé le temps de la réflexion. Donc il est bien sûr informé de A à Z de toutes les procédures qui auront lieu durant l'étude, de toute la connaissance qu'on a sur la molécule jusqu'au moment où il participe à l'étude. Et c'est une décision qui ne doit pas être facile à prendre, on imagine, quand on ne connaît pas justement forcément la molécule, même si on espère un bénéfice. Qu'est-ce que vous leur dites, vous médecins, à ces patients? On essaie de leur donner l'état réel de la science à un moment donné. Ils se font leur opinion tout seuls. Et je dirais que petit à petit,
cette notion de cobaye, c'est-à-dire la version péjorative, je participe à un essai thérapeutique et je vais forcément en avoir des ennuis et pas de bénéfices. Les gens ont compris qu'il y avait un bénéfice à être parmi les premiers dans l'innovation, sachant que toutes les précautions sont prises pour limiter au maximum les risques d'être le premier dans un domaine. Quels sont-ils les risques justement Ils sont très variables selon la situation. Bon, il faut toujours relativiser les risques par rapport aux risques que fait courir la maladie elle-même. Si vous êtes dans une maladie parfaitement bénigne, évidemment, on va essayer de limiter au maximum. Si vous êtes dans une maladie qui menace très rapidement votre vie, les risques acceptables sont pour la société, pour le patient et pour le médecin d'ordre différent. Et donc, à la fin, de toute façon, c'est le patient qui juge ce ratio. Alors, on a posé justement la question à un malade atteint d'un mélanome dans votre service. Il participe à un protocole de recherche avec un médicament particulier là, depuis bientôt 10 mois. On l'écoute. Ce qui m'a décidé à participer, le fait que de toute façon, quand on est confronté à cette maladie, tout ce qui est proposé comme avance technologique ne peut être que bénéfique. Après, c'est une molécule qui est proposée, pour moi, ça a été proposé en phase 3, donc vraiment à la fin des tests cliniques. Donc, ils avaient quasiment la certitude que cette molécule était efficace par rapport au traitement qui aurait pu m'être proposé si j'avais refusé cette molécule. Moi, j'ai très peu d'effets secondaires, mais cette molécule peut engendrer beaucoup plus d'effets secondaires. Après, c'est très variable par rapport au métabolisme de la personne. Moi, j'ai de la chance, j'ai quasiment rien. Vous arrivez à avoir une vie normale? J'ai une vie tout à fait normale. Ouais. Je travaille, j'élève mes enfants comme tout le monde. Alors on va parler de cette pathologie, le mélanome, un cancer donc de la peau très fréquent. Actuellement, ce cancer frappe 8 à 10 personnes sur 100 000 par an, donc ce qui signifie entre 5 à 6 000 nouveaux cas par an en France. Donc les symptômes sont parfois difficiles à reconnaître. Justement, qu'est-ce qui doit alerter en premier pour un mélanome ? Alors je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit. C'est peut-être pas le cancer le plus fréquent, le cancer de la peau le plus fréquent. Il est beaucoup moins fréquent qu'un autre qu'on appelle carcinome basocellulaire, qui est le cancer le plus fréquent de tous les cancers. Mais c'est le mélanome, le cancer le plus agressif, en tout cas qui peut être agressif. Tous les mélanomes ne sont pas agressifs, mais certains peuvent l'être, et quand ils le sont, peut être très agressif, aussi agressif qu'un cancer du sein ou qu'un cancer du poumon. Alors un mélanome, c'est une tumeur développée à partir des cellules qui fabriquent le pigment de la peau et qu'on retrouve dans les grains de beauté. Donc le grain de beauté c'est bénin, le mélanome c'est malin. D'accord, là on va voir juste quelques images du coup qui illustrent un petit peu donc la situation. Alors là c'est sur les différentes formes de mélanome. Ouais, du coup, c'est les grains de beauté, c'est ça en premier qui peuvent alerter. Alors, en fait, souvent on croit que c'est un grain de beauté qui dégénère et qui devient cancéreux, qui devient un mélanome, mais en fait c'est le cas à peu près entre 1 ou 2 fois sur 10, c'est-à-dire que dans à peu près 8 ou 9 cas sur 10, c'est d'emblée une lésion pigmentée, donc une tache qui apparaît et qui d'emblée est le mélanome et cancéreuse. Donc il faut surveiller sa peau et être vigilant, réactif quand on voit apparaître une tache rapidement ou se modifier également rapidement un grain de beauté qu'on connaît depuis toujours et qui change d'aspect, qui change de couleur, de taille, a fortiori s'il se met à saigner spontanément, tout seul. Attention, c'est pas la même chose qu'écorcher un grain de beauté. Écorcher un grain de beauté, ça n'est pas grave, mais un mélanome est une lésion cutanée qui peut s'écorcher, enfin saigner plus facilement. Alors parce qu'elle est plus fragile. Une image justement qui explique donc là précisément, qui détaille les cellules de la peau. C'est ça, Jean-Jacques Grosne. Ce sont des cellules tumorales qui sont en train d'envahir l'épithélium, c'est-à-dire la partie la plus superficielle de la peau. Alors, il y a pour donner des messages simples, il y a plusieurs solutions pour s'orienter, détecter le danger. Il y a un message très classique qui est le fameux message ABCD, un grain de beauté qui est asymétrique, qui a des bords irréguliers, B, qui a une couleur inhomogène, C, qui a un diamètre qui augmente de taille, D. C'est quelque chose qui doit orienter, mais finalement le signe le plus simple, c'est de dire que toute lésion cutanée qui ne ressemble pas aux autres, sur sa propre peau et qui change rapidement doit amener à une consultation très rapide. Donc chez un dermatologue
C'est le mieux parce que, bon, évidemment, le coup d'œil du dermatologue va permettre de s'orienter très rapidement. Et du coup, le diagnostic, ça se passe comment? Donc ça passe par une étude détaillée? Alors déjà, faire le tri. Les patients apportent leurs lésions suspectes. On les regarde à l'œil nu, on les regarde avec un système de grossissement particulier qui s'appelle le dermoscope. Et à partir de là, on enlève toutes celles qui franchissent, on dirait, un seuil de suspicion. Et c'est l'examen anatomopathologique au microscope qui va faire la confirmation du diagnostic. Alors c'est une maladie qui est surtout très liée à l'exposition au soleil, c'est ça? Donc il faut la traiter très rapidement. Oui, alors il y a des facteurs liés à l'environnement et le facteur principal, c'est effectivement l'ensoleillement. Et l'ensoleillement peut être plutôt de type violent, brutal, donc plutôt les expositions lors des loisirs ou des vacances, plutôt que l'ensoleillement chronique. Et du coup, au niveau du traitement, donc comment ça se passe? Quand on peut, on l'opère, c'est ça? Et ensuite, il y a d'autres traitements plus forts? L'exérèse du mélanome, qui est très très simple au départ, hein, c'est une petite tumeur de quelques millimètres à quelques centimètres. Si on l'enlève très tôt, la chirurgie résout définitivement le problème. C'est la meilleure façon pour traiter le mélanome. Ensuite, si on attend, ce mélanome peut aller se développer dans d'autres organes, d'abord dans les ganglions, puis d'autres organes, et c'est là où on arrive à ces fameuses molécules dont nous parlions tout à l'heure dans les essais thérapeutiques. Mais fort heureusement, seule une minorité de patients ont besoin de ces molécules. Alors justement, donc ces molécules, par rapport à une chimiothérapie, donc qui est le traitement, je crois, le plus courant, c'est ça, la chimiothérapie, quand la lésion est plus grave? Qui était, jusqu'à l'arrivée justement de ces nouvelles molécules, puisque depuis 2 ans, on va dire les priorités en termes de traitement ont complètement changé. Hein. Effectivement, au stade métastatique, c'est-à-dire quand la cellule cancéreuse s'est multipliée et a envoyé des cellules ailleurs que dans la peau, dans les ganglions et dans les organes à distance, effectivement, on n'avait que la chimiothérapie. Et puis, donc, suite aux progrès réalisés dans la recherche clinique, on a maintenant ce qu'on appelle des thérapies ciblées, c'est-à-dire des molécules qui ne sont pas des chimiothérapies, mais qui vont aller interagir avec la cascade de multiplication de la cellule pour bloquer cette cascade et faire mourir la cellule. Est-ce que ça se présente sous la même forme pour le malade à ce moment-là? Le traitement, c'est quoi? C'est des comprimés? Alors, la plupart des thérapies ciblées sont effectivement sous forme de comprimés, alors que les chimiothérapies sont par voie intraveineuse. Et du coup, quel est le bénéfice? Là, par exemple, on a vu un patient qui utilisait ces médicaments-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à la chimio, justement? Lorsqu'on peut utiliser ces médicaments, et nous n'en avons pas encore qui s'adaptent à toutes les situations, mais c'est en train d'arriver, lorsque la tumeur exprime certains marqueurs, on peut la traiter avec réellement un traitement dit ciblé qui va toucher exactement la cible que nous souhaitons. Et ce qu'on en obtient d'abord, c'est l'efficacité. Alors ensuite, il y a quand même des effets secondaires. Il ne faudrait pas penser que ces traitements dits ciblés n'ont pas d'effets secondaires, mais ils ont des effets secondaires assez différents de ce qu'on obtenait avec la chimiothérapie. Ils sont surtout beaucoup plus sélectifs de leur mode d'agressivité. C'est-à-dire, parce que la chimiothérapie, on pense souvent aux nausées, à une fatigue. Est-ce qu'il y a aussi des signes comme ça? Ou... Il peut y avoir des signes comme ça avec les thérapies ciblées, parce que malheureusement, les processus qu'utilise la cellule tumorale pour croître et embellir, entre guillemets, sont les mêmes qu'utilisent beaucoup de cellules normales. Donc quand on interfère avec le système de fonctionnement, la machinerie de la cellule tumorale, on a toujours quand même des petits dérapages dans les cellules normales. Alors combien de patients comme donc cet homme qu'on a entendu sont actuellement suivis de la même manière à Marseille, pour donner un ordre d'idée peut-être? Plusieurs dizaines chaque année. Tous les patients ne peuvent pas rentrer dans des essais thérapeutiques. Ils doivent d'abord être volontaires, ensuite remplir des critères pour pouvoir être traités par le nouveau traitement en question. Et c'est assez sélectif, c'est-à-dire tout médicament n'est pas utilisable chez tous les patients. Et c'est même un des grands progrès, sans doute dans la décennie à venir. On traitera chaque patient différemment dès le départ, mais au fur et à mesure de l'évolution de sa tumeur, parce que la tumeur change de profil au cours du temps, et donc on saura et on est amené à modifier ce traitement au cours du temps. Chaque patient aura finalement son traitement le plus approprié. Absolument, et l'idée de transformer une maladie aiguë, si on parle de mélanome qui peut tuer très rapidement, en une maladie chronique que l'on maîtrise, traitement après traitement, et pour espérer un jour arriver à une guérison complète. Sandrine, est-ce que beaucoup de patients refusent de participer à ces tests? Est-ce que sur 10 patients, est-ce que la majorité est d'accord ou...
Je dirais que oui, la majorité. Alors évidemment, ça dépend aussi, comme l'a dit le professeur Grob, des enjeux. C'est-à-dire que quand vous avez un patient à qui vous venez d'annoncer qu'il a un mélanome métastatique et que c'est une maladie très sérieuse qui peut engager le pronostic vital à moyen terme, évidemment, je pense que la réponse à ce qu'on leur propose est différente d'un patient qui va avoir une maladie peut-être moins sévère ou alors une maladie dans laquelle il existe d'autres traitements déjà accessibles. Globalement, quand même, c'est souvent bien vu comme une certaine chance pour les patients. C'est toujours un mélange, hein. Je veux dire, c'est toujours ambigu. On est à la fois heureux de bénéficier d'une innovation, inquiet d'être un cobaye, entre guillemets. C'est ambivalent et je crois qu'après, la décision est prise par chaque patient. Mais c'est en tout cas mieux perçu que ça ne l'était il y a encore une dizaine d'années, oui. Alors justement, je vous propose d'écouter Jérôme à ce sujet. Regardez. C'est une décision qui est personnelle. Je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui aient peur d'aller vers la nouveauté. C'est à un moment, quand on est malade, il faut se poser la question, est-ce que je tente ou pas? Voilà, après, c'est une question de personnalité, de personne. Donc, moi, pour mon cas, j'ai tenté, ça m'a réussi. Maintenant, je comprends tout à fait que des gens aient peur. Et de toute façon, on a à un moment ou à un autre peur quand on est confronté au cancer. Alors un mot maintenant sur les équipes qui travaillent avec vous pour mener à bien ces essais cliniques. Il y a des médecins, des infirmières, mais aussi des attachés de recherche clinique. Je vous propose d'écouter Michael Edelman, qui est donc ingénieur hospitalier. Il nous explique un peu en quoi consiste son travail. Regardez. Il y a la partie en fait contact avec le patient, qui est plutôt sympa d'ailleurs, où en gros on explique un petit peu comment ça va se passer dans la durée. Donc souvent c'est des études sur 2-3 ans en fait, avec plusieurs visites de prévues. Et ensuite, donc il y a toute une partie contact avec le patient et toute une partie saisie de données pour l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans des cahiers souvent qu'on appelle des CRF. Donc ça peut être soit des données électroniques, soit des données papier, où en fait on va saisir les données médicales concernant les patients, tout ce qui a trait au protocole en fait. Alors l'idée, c'est d'aider le patient, donc d'abord, mais aussi l'industrie pharmaceutique à fabriquer des futurs médicaments performants ou pas, Sandrine Monestier? Alors, je dirais pas les choses comme ça. Je dirais qu'actuellement, en tout cas en dermatologie, pour promouvoir des études de grande envergure, c'est-à-dire de qualité, il faut beaucoup d'argent parce qu'on demande vraiment, on est de plus en plus exigeant. Et donc actuellement, il y a l'industrie pharmaceutique qui a justement cet argent qui peut être mis dans les essais. Et il n'y a pas beaucoup, on va dire, de sociétés savantes ou d'organismes d'État qui peuvent mettre autant d'argent, investir autant d'argent pendant tant d'années sans savoir si ça va être rentable à la fin, parce qu'au départ, il y a beaucoup de molécules testées et puis il n'y en a qu'une qui va marcher sur un très grand nombre qu'on aura testé pendant 10 à 15 ans. Donc l'industrie pharmaceutique est effectivement souvent promoteur de ces études, mais pas toujours. Il peut y avoir des études qui comparent deux traitements qui existent déjà et on veut savoir s'il y en a un qui marche mieux que l'autre. Donc c'est pas toujours l'industrie qui est à l'origine de ces études, mais en tout cas dans le domaine du mélanome et du psoriasis, c'est vrai que c'est souvent l'industrie pharmaceutique. On pourrait rajouter que l'industrie pharmaceutique a plusieurs types d'images, hein. Une image positive d'innovation, une image peut-être plus péjorative, mercantile, d'argent. Il faut être très pragmatique là-dessus. Il n'y a plus de recherche médicamenteuse publique, ou pratiquement plus, de par le monde. Donc toute l'innovation est issue de l'industrie privée. L'industrie privée a les moyens de cette affaire, et donc je crois que essayer de parler d'innovation thérapeutique dans la société dans laquelle on est sans vouloir travailler avec l'industrie pharmaceutique, ce serait un leurre, hein. Alors, le protocole dans lequel s'inscrivent un petit peu ces patients est parfois un peu contraignant. C'est ça, à quoi ils sont tenus? Ils doivent venir parfois une fois par semaine, ou comment ça se passe pour être suivis? Oui, c'est vrai que pour que l'étude soit menée avec qualité, il faut que les patients se soumettent à un certain cahier des charges qui est annoncé dès le départ et qui est d'ailleurs détaillé dans le consentement dont on a parlé, qu'ils doivent avoir lu et signé. Mais il y a effectivement donc des contraintes en termes de visite. Les patients doivent venir à l'hôpital. Alors c'est très variable
variable d'une étude à l'autre, avec une petite fenêtre, plus ou moins 2 jours, 3 jours, et se soumettre à certaines prises de sang. Parfois, il peut y avoir des biopsies cutanées, c'est très souvent optionnel. Et bien sûr, leur premier devoir, c'est de prendre correctement le traitement. Mais ça, en général, quand ils se lancent dans un essai thérapeutique, ça pose pas de problème. Alors une maladie pour laquelle des patients sont aussi suivis dans le cadre d'essais thérapeutiques, c'est le psoriasis. Alors pourquoi cette maladie-là, justement, en particulier, Jean-Jacques Grob ? Pour 2 raisons essentielles. Le psoriasis est une maladie très fréquente qui affecte l'apparence, donc toute la vie sociale des individus. Pendant des décennies, nous n'avons eu à notre disposition que des traitements locaux avec une efficacité modérée et puis un inconfort notable, c'est-à-dire que de se tartiner entre guillemets de crème tous les jours pour avoir une apparence à peu près normale, c'est une contrainte que les gens qui n'ont pas de maladie de peau imaginent mal. Donc pour la redéfinir, c'est une maladie, donc une inflammation chronique de la peau qui touche aussi bien les hommes que les femmes, et ça se manifeste par des plaques. Ça se manifeste globalement par des plaques rouges, croûteuses, on dirait dans le langage on voit une courant. Image. Alors oui, c'est une image sympathique parce que la maladie peut être beaucoup plus affichante que ça. On a d'autres images un petit peu plus, Voilà, et bien d'autres. Donc tout ça donc pour ça dire. Peut affecter, ça peut être du coup très dérangeant. C'est très dérangeant, ça peut démanger, et puis faut dire qu'en 2013, il est très difficile de vivre avec une image de soi, une image qu'on envoie aux autres très perturbée, ce qui est le cas de ces patients. Là, par exemple, on a vu donc ça peut toucher le cuir chevelu, également les ongles, ça c'est courant, donc ça peut toucher... Absolument, parce que les ongles et les cheveux font partie de la peau, ce sont des annexes de la peau, donc en fait la peau, et je rajouterai que d'autres organes peuvent être touchés, notamment les articulations, et on sait en plus que maintenant que le psoriasis peut s'associer à des maladies assez différentes ou à des perturbations assez différentes, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, donc tout ce qui est problèmes cardiaques, diabète, cholestérol, etc. Alors il y a des causes héréditaires, je crois, dans près d'un tiers des cas pour cette pathologie-là, où on ne s'est pas encore affiné, disons, au jour d'aujourd'hui, les causes du psoriasis. Oui, les causes du psoriasis sont vraisemblablement multiples, et comme souvent, il y a l'intrication de facteurs génétiques, d'une certaine prédisposition. Plus que de parler de maladie génétique, il y a une prédisposition souvent familiale. On retrouve quand même à l'interrogatoire quelqu'un dans la famille proche qui peut avoir eu du psoriasis, donc l'intrication de phénomènes, prédisposition génétique, également de facteurs environnementaux, quelque chose, on ne sait pas quoi, une infection, un stress qui va faire que le déséquilibre va alors s'exprimer. Et le facteur stress est un facteur qui est reconnu par tous les patients comme un facteur induisant, pouvant révéler la maladie ou même provoquer des poussées. Alors justement, quels sont les traitements dont on dispose aujourd'hui ? Je crois qu'il y a donc quand c'est peu invasif, tout ce qui est dermocorticoïdes, et on parle aussi de photothérapie, mais quels sont les traitements innovants justement aujourd'hui pour cette pathologie ? Alors, comme on le disait tout à l'heure, traitements locaux connus depuis longtemps, de différents types. Un degré de plus, l'UV-thérapie, qui a aussi des petits ennuis. Je veux dire, exposer sa peau aux UV n'a pas que des avantages. Et puis, pour les psoriasis qui résistent à ça ou qui sont trop étendus, donc globalement, on fait appel désormais à des médicaments qui sont des immunosuppresseurs, pour faire simple. Il y en a de différents types. L'idée que le psoriasis est avant tout une maladie inflammatoire, c'est-à-dire quelque chose, si on veut simplifier, dans lequel l'immunité, qui est là pour nous défendre contre des tas de choses, contre les infections, contre les tumeurs, cette immunité se retourne contre nous-mêmes, en l'occurrence contre notre peau, nos articulations par exemple. Et c'est en agissant sur cette immunité qu'on a les meilleurs résultats dans le psoriasis, et on a effectivement avec ces nouvelles drogues des blanchiments. C'est un mot, ne veut pas dire que le patient blanchit, mais toutes les lésions disparaissent. Des résultats rapidement, ça peut aller très vite. Ça peut aller vite selon le médicament, et c'est de toute façon assez rapide. Pour certains en quelques semaines, au plus en quelques mois. On transforme un patient qui était couvert de plaques en quelqu'un qui a une peau normale. Et évidemment, c'est un immunosuppresseur, donc il y a une contrepartie, c'est que le patient est immunodéprimé. Donc on n'a jamais rien sans rien. Vulnérable. En théorie, plus vulnérable. Disons que les évaluations qu'on a actuellement sont très encourageantes parce que ces immunosuppresseurs sont assez ciblés, là aussi. Ils affectent une partie de l'immunité qui nous intéresse pour lutter contre le psoriasis et pas trop
l'ensemble de l'immunité qui nous protège finalement du monde extérieur. Alors on va vers la toute fin de cette émission. Un mot, Sandrine, peut-être sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut espérer encore comme nouveau traitement, donc le développement de thérapies comme celle-ci par exemple? Il y a beaucoup d'espoir parce que plus on avance dans la connaissance de comment le mécanisme se met en place, plus on arrive à trouver justement, moi j'explique ça aux patients, hein, c'est un engrenage et on met un bâton dans l'engrenage pour bloquer le processus et ça c'est très très intéressant, beaucoup plus que de tirer avec un lance-flamme et de compter ce qui reste à la fin du traitement. Donc il y a vraiment beaucoup d'espoir dans ces directions-là. On suivra ça, les médicaments, c'est surtout ça. Avant les médicaments, on créait une molécule et on regardait ce qu'elle pouvait bien faire. Maintenant, on étudie le mécanisme de la maladie et on fabrique le médicament pour interférer avec cette maladie. Merci à tous les deux en tout cas pour ces explications. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour plus d'informations sur les maladies de la peau et leur traitement, je vous conseille le site de la Société française de dermatologie qui est très clair, qui s'affiche. On se retrouve donc en pleine forme la semaine prochaine pour une nouvelle émission C'est la santé. Passez une très belle journée. À bientôt.